La bataille de Maine-sur-Loire, événement d'une importance stratégique mais souvent négligé dans la vaste chronologie de la guerre de Cent Ans, se déroula au début du XVe siècle, à une époque où le royaume de France, meurtri par des décennies de conflits et de rivalités internes, cherchait à reprendre pied face à la domination anglaise. Cette confrontation, qui eut lieu sur les rives de la Loire, près du pont de Maine-sur-Loire, illustre avec une précision dramatique les tensions militaires, politiques et logistiques d'une guerre devenue structurelle. Les chroniqueurs contemporains décrivent un affrontement bref mais d'une intensité rare, où les forces françaises, fidèles au dauphin Charles, parvinrent à surprendre et à défaire une garnison anglaise retranchée dans la forteresse locale. Avant d'en venir aux faits, il convient de replacer la bataille dans la dynamique des opérations militaires de l'année en question. Depuis plusieurs mois, les troupes anglaises, commandées par des capitaines aguerris issus de la noblesse moyenne, tenaient une série de places fortes sur la Loire pour contrôler les communications entre l'ouest et le centre du royaume. Maine-sur-Loire, bourg fortifié et point de passage obligé, représentait un verrou essentiel dans ce dispositif. Les Français, sous les ordres du maréchal de Lafayette et du seigneur de la Trémoille, concevaient l'idée de reprendre ce point stratégique afin de rouvrir la route entre Saumur et Angers. Le siège qui précéda la bataille ne dura que quelques jours, mais les préparatifs furent méticuleux. Les sources évoquent des contingents venus du Poitou, du Berry et de la Touraine, rassemblés au début du mois d'août. L'armée française, composée d'environ 3000 hommes d'armes, de 1000 arbalétriers et d'un nombre indéterminé de paysans levés localement, avançait avec prudence le long des berges de la Loire. Les Anglais, quant à eux, ne disposaient dans la place que d'environ 600 combattants, mais leur position fortifiée leur conférait un avantage défensif considérable. La topographie de Maine-sur-Loire joua un rôle déterminant. La cité se dressait sur une éminence légère, protégée par un rempart de pierre et un fossé profond du côté nord. Le pont, large d'à peine 6 mètres, constituait le seul passage permanent sur la rivière à plusieurs lieues à la ronde. Les Français savaient qu'une attaque frontale sur ce pont serait suicidaire. C'est pourquoi Lafayette décida d'organiser une manœuvre de diversion sur la rive droite, tandis qu'un corps de cavalerie légère contournerait le bourg par les terres basses pour tenter d'investir la forteresse par le sud. Cette stratégie audacieuse reposait sur la coordination parfaite de troupes disparates, souvent mal disciplinées. Les chroniqueurs rapportent que, la veille du combat, une violente tempête s'abattit sur la région, rendant les chemins boueux et retardant l'arrivée de l'artillerie française. Cependant, au matin du jour décisif, le temps s'éclaircit et la Loire, gonflée par les pluies, rendit plus périlleuse toute tentative de franchissement. Les Anglais, conscients de l'imminence d'une attaque, avaient posté des archers sur les remparts et barricadé les accès au pont. Leur capitaine, un certain John Falstolf, selon certains récits, homme d'expérience et de prudence, préférait tenir la position en attendant des renforts venus d'Angers. Mais ces renforts ne devaient jamais arriver à temps. Dans la nuit qui précéda la bataille, des éclaireurs français capturèrent un messager anglais porteur d'instructions. Ce document révéla que le commandement anglais, préoccupé par d'autres fronts plus au nord, n'enverrait que des secours limités. Dès lors, Lafayette prit la décision d'attaquer sans délai. À l'aube, alors que la brume s'élevait de la rivière, les Français mirent en œuvre leur plan. L'artillerie, composée de quelques bombardes de petit calibre, ouvrit le feu sur les murailles. Le vacarme de la poudre fit trembler les pierres, mais les dégâts restèrent superficiels. L'objectif n'était pas de détruire les défenses, mais de détourner l'attention. Tandis que les tirs se concentraient sur le côté nord, un détachement d'environ 200 hommes traversa discrètement la Loire en aval sur des embarcations improvisées. Cette manœuvre, rendue possible par la baisse de vigilance anglaise, permit aux Français d'aborder la rive sud et de progresser à travers les prairies inondées. Là, ils trouvèrent un terrain difficile mais non gardé. Les premiers affrontements eurent lieu peu après le lever du soleil. Les défenseurs anglais, croyant à une feinte, ne comprirent que trop tard la véritable direction de l'assaut. Lorsque les Français débouchèrent sur la porte méridionale de la forteresse, le choc fut brutal. Les lances se brisèrent, les épées s'entrechoquèrent et les cris des combattants se mêlèrent au fracas du fer. Les arbalétriers français, postés derrière les haies, tiraient sur les créneaux pour neutraliser les archers ennemis. L'avantage du terrain changea rapidement de camp. Sur la rive droite, les troupes de diversion simulaient une attaque frontale, faisant croire à une offensive principale.
Les Anglais, dispersés pour répondre à plusieurs menaces, ne purent concentrer leurs forces. À la 3e heure du jour, la situation devint critique pour la garnison. Le pont, encombré de chariots et de blessés, empêchait toute retraite ordonnée. Les Français, galvanisés par le succès de la manœuvre, redoublèrent d'efforts. L'artillerie cessa de tirer et les fantassins s'élancèrent à découvert. Plusieurs témoins rapportent que le seigneur de la Trémoille fut blessé d'un carreau d'arbalète, mais continua de commander malgré la douleur. C'est à ce moment que la ligne anglaise céda sur le flanc sud. Les assaillants français parvinrent à forcer la porte secondaire et à pénétrer dans la basse-cour du château. Les combats s'y déroulèrent, maison par maison, dans une confusion totale. Les défenseurs, acculés, tentèrent de se regrouper autour de la tour maîtresse, mais les flammes commencèrent à se propager après qu'une poudrière eut explosé. En moins d'une heure, la résistance anglaise se désagrégea. Le capitaine Falstolf, voyant la défaite inévitable, ordonna à ses hommes de se rendre. Ceux qui refusèrent furent abattus ou précipités dans la Loire. La victoire française semblait acquise, mais elle fut chèrement payée. On estime que plus de 200 soldats français tombèrent dans l'assaut final, tandis que les pertes anglaises dépassaient 400. La prise de Maine-sur-Loire n'eut pas seulement une portée militaire immédiate. Elle démontra la capacité des troupes dauphinoises à mener des opérations coordonnées et à utiliser l'artillerie de manière tactique. Dans les jours qui suivirent, Lafayette ordonna la réparation du pont et la consolidation des défenses. Les habitants du bourg, éprouvés par le siège, furent contraints de fournir des vivres à l'armée victorieuse. Le butin, limité, se composa principalement d'armes, de chevaux et de quelques tonneaux de vivres. Les prisonniers anglais furent envoyés à Saumur, sous bonne garde. Cette victoire locale, bien que modeste dans l'échelle du conflit général, redonna confiance aux partisans du dauphin. Elle marqua également un tournant dans la stratégie française. Désormais, les commandants comprenaient que la maîtrise des ponts et des voies fluviales de la Loire constituait la clé du succès. Toutefois, la bataille de Maine-sur-Loire ne mit pas fin aux incursions anglaises. Les mois suivants virent encore plusieurs escarmouches dans la région, mais aucune ne fut aussi décisive. Les chroniqueurs postérieurs soulignent que la discipline observée parmi les troupes françaises à Maine-sur-Loire annonçait déjà les progrès futurs de l'armée royale sous Charles VII. Le souvenir de cette victoire devait nourrir la légende d'une reconquête patiente et méthodique, fondée sur la cohésion plutôt que sur la bravoure individuelle. Ainsi s'acheva la première phase du combat, celle qui décida du sort du bourg et qui permit à la France de reprendre, pour un temps, le contrôle de la Loire moyenne. Après la victoire française à Maine-sur-Loire, les témoins de l'époque rapportent que l'atmosphère dans la région demeura lourde et incertaine. Bien que la forteresse eût été prise et la garnison anglaise dispersée, la peur d'une contre-attaque persistait. Les commandants français savaient que les Anglais, même affaiblis, disposaient encore de forces considérables dans les environs d'Angers et de Saumur. Lafayette et la Trémoille, conscients de la fragilité de leur succès, s'appliquèrent donc à consolider leur position. Ils firent réparer les brèches dans les murailles, rétablir les gués détruits et fortifier la rive gauche de la Loire pour empêcher toute traversée ennemie. Les ingénieurs, ou maîtres des œuvres comme on les appelait alors, mirent plusieurs jours à remettre en état le pont principal, dont les arches avaient en souffert sous les projectiles. On raconte qu'il fallut démonter partiellement la structure pour en remplacer les poutres calcinées par les incendies du combat. Cette entreprise mobilisa les charpentiers de plusieurs villages voisins, réquisitionnés sous l'autorité directe du prévôt de Saumur. Pendant ce temps, l'armée française, épuisée, campait autour du bourg, attendant des ordres venus du dauphin. Les chroniqueurs décrivent une armée désordonnée, composée de nobles impatients, de soldats sans solde et de recrues locales peu disciplinées. Les officiers tentèrent de maintenir un semblant de cohésion en promettant des récompenses, mais les caisses royales étaient des vides. Malgré ces difficultés, l'esprit des troupes demeurait élevé, car la victoire avait prouvé qu'une offensive bien coordonnée pouvait surmonter la supériorité défensive anglaise. Sur le plan stratégique, la reprise de Maine-sur-Loire permit aux Français de contrôler un tronçon vital du fleuve. En établissant une ligne de communication entre Saumur et Tours, ils ouvraient une voie sûre pour le transport des vivres et des renforts. Les commandants anglais, informés tardivement de la chute du bourg, se réunirent à Angers pour envisager une riposte. Leur objectif n'était pas tant de reprendre immédiatement Maine-sur-Loire que de prévenir une série de pertes similaires.
Les Anglais savaient que chaque pont, chaque place forte sur la Loire représentait une menace potentielle pour leur domination sur l'ouest du royaume. Falstolf, capturé mais traité avec les égards dus à son rang, fut interrogé par Lafayette en personne. Le capitaine anglais reconnut la valeur de la manœuvre française, affirmant que seule la lenteur de ses messagers et la faiblesse des renforts avaient conduit à la défaite. Cette déclaration, consignée par un notaire du camp, fut transmise à Bourges, où elle fut lue devant le Conseil du Dauphin. Elle contribua à renforcer le prestige du maréchal et à démontrer la supériorité des tactiques françaises émergentes. Cependant, la situation demeurait précaire. Les communications avec les autres garnisons françaises restaient aléatoires et la Loire, sujette à de fortes crues, rendait difficile tout mouvement de troupes importantes. Les pluies de la fin de l'été ralentirent les convois et transformèrent les chemins en bourbiers. De nombreux chevaux périrent d'épuisement et les vivres commencèrent à manquer. Dans ce contexte, Lafayette prit la décision de réduire l'effectif de la garnison de Maine-sur-Loire, renvoyant vers Saumur les troupes les moins aguerries. Il ne conserva qu'environ 800 hommes sous ses ordres directs pour assurer la défense du site. Les chroniques rapportent que des tensions éclatèrent entre les différents capitaines français à propos du partage du butin. Certains accusaient la Trémoille d'avoir conservé pour lui des rentes promises par le dauphin. D'autres prétendaient que les vivres saisis dans le bourg n'avaient pas été équitablement distribués. Ces querelles, fréquentes à l'époque, risquaient de miner l'unité nouvellement acquise. Malgré cela, l'état-major français parvint à maintenir la discipline grâce à une série d'ordonnances temps strictes. Tout soldat surpris à piller sans autorisation était puni de la perte de son cheval ou de ses armes, sanction redoutée qui suffisait à calmer les plus indisciplinés. Les habitants de Maine-sur-Loire, contraints de loger les soldats, souffraient de ces réquisitions. Les registres paroissiaux mentionnent la disparition de plusieurs familles déplacées vers les campagnes avoisinantes. On estime que la population du bourg diminua de moitié dans les mois suivant la bataille. Pourtant, paradoxalement, cette occupation militaire assura aussi une forme de sécurité. Les bandes de pillards, fréquentes dans les zones de guerre, évitaient désormais la région, craignant les patrouilles françaises. À la cour du Dauphin, la nouvelle de la victoire fut accueillie avec prudence. On craignait que les Anglais ne lancent une contre-offensive. Des lettres furent envoyées à plusieurs seigneurs de la région pour leur ordonner de se tenir prêts à lever de nouvelles troupes. Mais les ressources manquaient et l'autorité royale demeurait faible dans les provinces. Ce fut donc par une série de mesures locales, improvisées, que la Loire fut défendue dans les mois suivants. L'administration militaire française tenta également de tirer des leçons de la bataille. Un rapport rédigé par un clerc du maréchal de Lafayette insistait sur la nécessité d'améliorer la coordination entre les armes. Il soulignait que la victoire n'avait été possible que grâce à la coopération efficace entre artillerie, cavalerie et infanterie. Ce document, souvent cité par les historiens militaires, marque un moment important dans l'évolution tactique de l'armée française. On y trouve déjà les principes qui seront développés dans les décennies suivantes. Concentration des forces, usage décisif de l'artillerie légère, exploitation rapide des brèches. L'étude de la bataille de Maine-sur-Loire permet donc de mesurer à quel point la guerre de 100 ans fut un laboratoire d'innovation militaire. Si la victoire n'eut pas de répercussions immédiates sur la carte politique du royaume, elle contribua néanmoins à renforcer la confiance des soldats français dans leur commandement. Plusieurs témoins contemporains mentionnent l'effet psychologique de cette réussite. Dans les mois qui suivirent, les troupes engagées à Maine-sur-Loire furent réaffectées à d'autres fronts avec une ardeur nouvelle. Leur expérience des combats urbains, des franchissements de rivières et des sièges rapides allait se révéler précieuse. Cependant, la gloire fut de courte durée. L'hiver qui suivit fut particulièrement rude. Les inondations de la Loire coupèrent les communications et détruisirent une partie des fortifications récemment réparées. De nouvelles fièvres apparurent dans le camp, affaiblissant les troupes. Les survivants du siège racontèrent plus tard que les cadavres enterrés à la hâte lors de la bataille avaient été déterrés par les crues, ce qui provoqua une épidémie. Les habitants, pris entre la peur des Anglais et celle de la maladie, fuirent en grand nombre. Malgré ces difficultés, Maine-sur-Loire resta entre les mains françaises. Les Anglais tentèrent une reconnaissance armée au début du printemps suivant, mais ils furent repoussés avant même d'approcher du pont. Cette résistance tenace prouvait que la garnison française, bien que réduite, demeurait disciplinée et confiante.
Dans les archives, on retrouve la trace d'une correspondance entre Lafayette et le Dauphin, où le maréchal expose les besoins urgents de la garnison: poudre, vivres, renforts. Il y exprime aussi sa crainte que l'ennemi, apprenant la faiblesse de ses moyens, n'attaque de nouveau. Ces lettres témoignent de la lucidité du commandement français. La victoire à Maine-sur-Loire n'était pas un aboutissement, mais un point de départ fragile dans un conflit de longue haleine. Les mois qui suivirent la bataille de Maine-sur-Loire virent se transformer la victoire en un symbole stratégique autant qu'en un sujet de débat politique. Le bourg, désormais sous contrôle français, devint une sorte de laboratoire pour les nouvelles méthodes d'organisation militaire. Lafayette, qui avait compris la fragilité de sa position, décida de mettre en place une défense en profondeur autour du pont et du château. Il fit ériger plusieurs redoutes de terre sur les hauteurs dominant la rivière et ordonna la construction de palissades le long des chemins menant à la ville. Ces travaux furent exécutés par les paysans réquisitionnés sous la surveillance d'ingénieurs venus de Tours. Chaque jour, des convois de pierres et de bois arrivaient sur les berges de la Loire. Les soldats eux-mêmes participaient à l'ouvrage, conscients que la solidité des fortifications déterminerait leur survie. Ce labeur constant forgea un esprit de corps inédit entre nobles et roturiers. Les témoignages du temps évoquent une camaraderie née de la fatigue et du danger partagé. Dans les tavernes improvisées du camp, on chantait encore la victoire, mais l'inquiétude grandissait. Les rumeurs d'un retour des Anglais circulaient avec insistance. Des éclaireurs rapportaient avoir aperçu des mouvements de troupes autour d'Angers et de Beaufort. Ces informations, souvent contradictoires, entretenaient une tension permanente. Lafayette se montra prudent. Il fit renforcer les postes de guet et établit un système de signaux à l'aide de feux sur les collines avoisinantes. Cette vigilance constante, bien qu'épuisante, permit d'éviter plusieurs embuscades. Pendant ce temps, à la cour du dauphin Charles, les conseillers débattaient de la signification de la victoire. Certains voyaient dans la prise de Maine-sur-Loire un simple épisode sans portée décisive. D'autres y lisaient le signe d'une reconquête possible du cœur du royaume. Les chroniqueurs proches de la Trémoille exagéraient même l'importance de la bataille pour rehausser le prestige de leur maître. On prétendait que la Loire entière était désormais sous contrôle français, affirmation que démentaient les réalités du terrain. En vérité, la région demeurait morcelée, soumise à des incursions sporadiques, à des pillages et à des changements d'allégeance selon les circonstances. Le pouvoir royal, encore embryonnaire, manquait des moyens administratifs pour consolider les conquêtes. Néanmoins, Maine-sur-Loire conserva une valeur symbolique essentielle. Pour la première fois depuis longtemps, une place d'importance avait été reprise aux Anglais sans l'intervention de forces étrangères ni le soutien direct d'alliés écossais. Cette victoire française, obtenue par des moyens strictement locaux, redonna confiance à la noblesse provinciale. On vit ainsi plusieurs seigneurs du Poitou et de la Touraine offrir leur soutien au dauphin. Lafayette, conscient de cet élan, chercha à en tirer parti pour consolider son autorité. Il institua un conseil militaire au sein duquel siégeaient non seulement des chevaliers, mais aussi des maîtres de logis, des arbalétriers expérimentés et des capitaines de compagnie. Cette innovation, modeste en apparence, marquait un changement profond dans la culture du commandement. Elle introduisait un début de collégialité, rompant avec les pratiques féodales où chaque seigneur menait ses hommes à sa guise. De telles mesures annonçaient les réformes futures de l'armée royale. Cependant, tout succès militaire attire son lot de convoitises. La rivalité entre Lafayette et la Trémoille, jusque-là contenue, s'exacerba. Le premier, issu d'une lignée ancienne mais prudente, cherchait à servir fidèlement le dauphin. Le second, plus ambitieux, aspirait à un rôle politique majeur. Après la bataille, chacun revendiqua la paternité de la victoire. Des correspondances contradictoires furent adressées à la cour, chacune soulignant la bravoure ou la stratégie de son signataire. Ces querelles, typiques de l'aristocratie française du XVe siècle, menaçaient d'affaiblir la cohésion des forces. Malgré les tensions, la position française se stabilisa. Les Anglais, affaiblis par leurs propres pertes et par la dispersion de leurs troupes, n'osèrent pas lancer une offensive majeure. Ils se contentèrent d'envoyer des escouades de reconnaissance qui, parfois, incendiaient les villages alentours pour tester la vigilance de la garnison. Mais à chaque tentative, les défenseurs de Maine-sur-Loire réagissaient promptement, repoussant les agresseurs. Cette résistance constante finit par décourager les Anglais, qui redirigèrent leurs efforts vers d'autres secteurs du front.
La Loire retrouva un calme relatif, même si la guerre demeurait omniprésente dans les esprits. L'économie locale, quant à elle, peinait à se relever. Les champs, ravagés par le passage des armées, restaient incultes. Les moulins détruits ou réquisitionnés ne produisaient plus de farine. Les commerçants, craignant les taxes militaires et les réquisitions, abandonnaient les marchés. Dans ce contexte difficile, la garnison de Maine-sur-Loire joua un rôle paradoxal, source de protection pour les habitants, mais aussi de charges insupportables. Les soldats, souvent sans solde, vivaient aux dépens de la population. Le maréchal tenta d'instaurer un système de ravitaillement centralisé, mais les ressources manquaient. Des tensions éclatèrent entre civils et militaires. Plusieurs procès furent instruits pour des violences commises par des soldats contre des paysans. Ces incidents, bien que fréquents, furent sévèrement punis, signe d'une volonté nouvelle d'encadrer la discipline. Dans les registres de la prévôté, on retrouve la trace d'une ordonnance interdisant aux soldats de se saisir des biens des habitants sans autorisation écrite. Cette mesure, d'apparence banale, témoigne d'un effort de normalisation du comportement militaire. La guerre, longtemps perçue comme un état naturel de désordre, tendait à se structurer autour de règles plus précises. Ainsi, Maine-sur-Loire devint malgré elle un microcosme des transformations en cours. La garnison fonctionnait comme une petite administration où s'expérimentaient des formes primitives d'organisation logistique. Recensement des hommes, distribution des vivres, tenue des inventaires. Ces pratiques, imposées par la nécessité, allaient plus potassientes et allaient plus tard inspirer les réformes de l'armée royale sous Charles VII. Par ailleurs, les leçons tactiques tirées de la bataille furent soigneusement consignées. Des copies manuscrites des rapports de Lafayette circulèrent parmi les officiers. On y analysait la manœuvre de contournement, l'usage combiné des armes et la coordination des signaux visuels. Ces observations, loin d'être purement théoriques, nourrissaient une véritable réflexion militaire. Les chroniqueurs ultérieurs, tels que Jean Chartier ou Enguerrand de Monstrelet, y virent la preuve d'une maturation intellectuelle de la guerre. Maine-sur-Loire, tout en restant une bataille mineure sur le plan géopolitique, acquit ainsi une portée didactique. Les capitaines qui s'y étaient distingués furent promus, certains rejoignant les armées royales dans la vallée de la Loire. Ce transfert de savoir-faire contribua à l'émergence d'une nouvelle génération d'officiers formés à la guerre méthodique plutôt qu'à la bravoure isolée. Sur le plan humain, la mémoire du combat persista longtemps. Les survivants en parlaient comme d'une lutte acharnée, courte mais décisive. Le contraste entre la violence du choc et la brièveté de l'affrontement frappa les esprits. On disait encore des années plus tard que la Loire avait été teinte de sang sur plusieurs centaines de toises. Les paysans racontaient que certaines nuits, on voyait des reflets rouges dans les eaux du fleuve, signe, disaient-ils, des âmes tourmentées des soldats tombés. Ces récits, mêlant superstition et souvenirs, contribuèrent à forger une mémoire populaire de la bataille. Mais au-delà du mythe, les faits demeuraient. Maine-sur-Loire avait été le théâtre d'une victoire tactique exemplaire, obtenue grâce à la discipline et à l'ingéniosité plutôt qu'à la supériorité numérique. Avec le recul des années, la bataille de Maine-sur-Loire prit une signification qui dépassait largement son importance initiale. Si l'on en juge par les chroniques postérieures, ce combat fut perçu non seulement comme une victoire militaire, mais aussi comme un jalon dans la lente transformation des armées françaises. Les historiens modernes y voient une étape clé dans la transition entre la chevalerie féodale et l'armée royale organisée. À Maine-sur-Loire, la victoire ne fut pas remportée par la bravoure isolée d'un chevalier, mais par la coordination entre plusieurs corps d'armes et la discipline imposée par un commandement centralisé. Cette observation, qui peut sembler triviale à la lumière des guerres ultérieures, constituait alors une véritable révolution. Les armées du début du XVe siècle souffraient encore d'un manque d'unité, chaque seigneur menant ses hommes selon son propre intérêt. Or, à Maine-sur-Loire, pour la première fois, l'autorité du maréchal de Lafayette s'imposa sans contestation majeure. Les ordres furent exécutés avec précision, les manœuvres furent synchronisées et l'usage de l'artillerie fut subordonné à un plan d'ensemble. Cette discipline nouvelle préfigurait l'évolution vers une armée de métier moins dépendante des liens vassaliques et davantage tournée vers une hiérarchie fonctionnelle. Les contemporains eux-mêmes, bien qu'incapables d'en mesurer toute la portée, perçurent cette différence. Plusieurs chroniqueurs signalent que les soldats français, au lieu de se disperser après la victoire pour piller la région, demeurèrent rassemblés
et obéissant. Ce comportement, rare dans la guerre de Cent Ans, témoigne d'un changement d'esprit. Le commandement royal, en consolidant ses structures, apprenait à maîtriser la force plutôt qu'à la subir. Dans le domaine technique également, la bataille eut des conséquences durables. Les ingénieurs français tirèrent des enseignements précieux de l'emploi de l'artillerie légère sur le terrain. Jusque-là, les bombardes étaient utilisées principalement lors des sièges prolongés. À Mans-sur-Loire, elles furent intégrées à une manœuvre de diversion, preuve d'une compréhension nouvelle de leur potentiel tactique. Ce savoir-faire se développa rapidement au cours des décennies suivantes, culminant dans les grandes campagnes de Charles VII. L'expérience acquise sur les rives de la Loire servit de base à l'amélioration des pièces d'artillerie plus maniables et plus précises. Les artisans de Tours et d'Amboise, encouragés par les commandants, perfectionnèrent les canons de bronze et expérimentèrent de nouvelles formes de projectiles. Ainsi, derrière la bataille locale, se dessinait déjà la modernisation de la guerre en France. D'un point de vue politique, la prise de Maine-sur-Loire eut un effet moral considérable. Dans un royaume affaibli divisé entre Bourguignon et Armagnac, cette victoire apporta une rare démonstration d'unité. Elle permit au dauphin Charles de renforcer sa légitimité auprès des provinces de la Loire et de rallier des soutiens hésitants. Les lettres de victoire, envoyées dans tout le centre du royaume, insistaient sur la valeur collective de l'effort, mettant en avant la fidélité des capitaines et la vaillance des troupes. Ce discours, savamment élaboré, servit de fondement à une propagande naissante, celle d'un pouvoir capable de défendre le territoire sans l'aide étrangère. Le souvenir de Maine-sur-Loire fut entretenu dans les milieux militaires, mais aussi dans les cercles administratifs. On cite souvent un passage d'une lettre du maréchal de Lafayette, adressée au Conseil du Dauphin, où il écrit que la Loire avait été reprise à la main et gardée par la foi des hommes du royaume. Cette formule, simple mais forte, devint un mot d'ordre symbolique. Sur le plan local, la reconstruction du bourg et du pont se poursuivit pendant plusieurs années. Les habitants, aidés par des subsides venus de Saumur, rebâtirent les maisons détruites et restaurèrent les moulins. Le commerce reprit lentement, favorisé par la sécurité relative que garantissait la présence de la garnison française. La Loire, redevenue navigable, permit le passage régulier des barques chargées de blé, de vin et de sel. L'économie régionale, longtemps paralysée, retrouva un semblant de vie. Cependant, la guerre demeurait proche, et chaque rumeur de mouvement anglais suffisait à semer la panique. Malgré cette insécurité persistante, la population conservait la fierté d'avoir été le théâtre d'une victoire française. Des générations plus tard, on montrait encore les ruines du vieux rempart et les pierres noircies par le feu en racontant l'histoire de l'assaut. Le souvenir du maréchal de Lafayette resta particulièrement vif. Dans les chroniques locales, son nom était associé à la prudence et à la fermeté. On le décrivait comme un commandant attentif à la discipline, mais juste envers ses hommes. Sa conduite à Maine-sur-Loire contribua à établir sa réputation de chef méthodique, soucieux de l'efficacité plutôt que de la gloire personnelle. Cette image contraste avec celle d'autres capitaines de son temps, souvent plus préoccupés par l'honneur chevaleresque que par la stratégie. C'est en cela que la bataille de Maine-sur-Loire incarne un tournant. Elle marque le passage d'une guerre de prestige à une guerre d'organisation. Les historiens militaires postérieurs ont souvent souligné cet aspect. Selon eux, le véritable intérêt de la bataille ne réside pas dans le nombre des morts, ni dans la prise d'une place secondaire, mais dans l'évolution mentale qu'elle révèle. La France, à travers ses expériences locales, réapprenait à se battre autrement. Elle découvrait que la victoire ne tenait plus seulement à la bravoure individuelle, mais à la préparation, à la discipline et à la logistique. Ces leçons, assimilées lentement, à l'époque portaient leurs fruits quelques décennies plus tard. Le souvenir de Maine-sur-Loire se transmit ainsi comme un exemple d'efficacité plutôt que de gloire. Dans les archives du XVe siècle, on retrouve plusieurs références à la méthode de Maine-sur-Loire, expression utilisée pour désigner une opération menée avec rapidité et coordination. Elle devint un modèle d'étude pour les jeunes capitaines. Les générations suivantes y virent la préfiguration des grandes victoires françaises de la fin du siècle. D'un point de vue historiographique, les sources sur la bataille demeurent rares, mais cohérentes. Les chroniques françaises et anglaises s'accordent sur l'essentiel, la surprise de l'attaque, la brièveté du combat et la chute rapide de la garnison. Les divergences portent surtout sur les effectifs et sur la figure du capitaine anglais Falstolf.
Certains historiens modernes pensent qu'il ne commandait pas directement la place, mais qu'il y avait simplement laissé un lieutenant. Quoi qu'il en soit, son nom est resté associé à la défaite. Les récits anglais, moins abondants, admettent la perte du bourg, mais minimisent son importance. Pour eux, il ne s'agissait que d'un incident local dans une guerre plus vaste. Les Français, au contraire, en firent un symbole de résilience. L'historiographie nationale, notamment à partir du XVIe siècle, reprit l'épisode pour illustrer la montée en puissance de la monarchie. Maine-sur-Loire devint un élément du récit national de la Reconquête. Cette valorisation, parfois excessive, ne doit pas masquer la réalité. La bataille fut avant tout une victoire tactique, limitée dans le temps et dans l'espace, mais exemplaire dans sa conduite. Elle montrait que la France, même affaiblie, pouvait se défendre par ses propres moyens et s'adapter aux nouvelles formes de guerre. Dans ce sens, elle appartient à une série d'événements qui préparèrent le renversement de la situation militaire au milieu du XVe siècle. En conclusion, la bataille de Maine-sur-Loire représente bien plus qu'un affrontement ponctuel. Elle incarne le moment où l'armée française, encore dispersée et hésitante, commence à se structurer autour d'un commandement cohérent et d'une vision stratégique. Par la discipline imposée, par l'usage réfléchi de l'artillerie, par la coordination des forces, les Français démontrèrent qu'ils étaient bien capables d'anticiper, de planifier et de triompher sans recourir au hasard. Le fleuve de la Loire, qui avait longtemps été une frontière instable, devint grâce à cette victoire un axe de reconquête. Ce n'est donc pas seulement une bataille que l'histoire retient, mais une démonstration de méthode et de volonté. Maine-sur-Loire, modeste par sa taille, immense par sa signification, demeure l'un de ces épisodes où l'avenir militaire d'un royaume se dessine silencieusement, dans la boue, la fumée et le courage discipliné d'hommes qui, sans le savoir, préparaient la renaissance de la France.